Salut à vous, je suis très contente de venir filmer pour vous aujourd'hui cette vidéo que j'aurais dû filmer il y a déjà un certain temps, mais pour celles et ceux qui ont suivi mes derniers lives, vous le savez sûrement, mon appareil photo en fait était perdu dans le vaste réseau Chronopost et donc depuis qu'il est là, je n'ai pas beaucoup attendu étant donné que c'est juste quelques jours après que je filme. Et je voulais aussi m'excuser par avance, je voulais faire un montage un petit peu sympa et puis être vraiment ultra motivée, mais je suis en souffrance totale à cause de mes règles. Donc vous aurez une vidéo vraiment détente et vraiment la plus simple sur mes lectures préférées de 2021 et j'espère que ça vous conviendra. Donc en 2021, pour vous faire un petit récapitulatif, j'ai lu 62 livres, ce qui est plus que... Pour celles et ceux que ça intéresse, en fait, chaque année, je me fixe l'objectif de lire 50 livres. C'est vraiment plus pour l'idée de, voilà, de me motiver à faire de mon mieux, sans aucune pression par ailleurs. C'est aussi pour me motiver à bien tenir le compte de mes lectures sur Goodreads, parce que sinon, j'ai tendance à un petit peu oublier, même si j'ai aussi... un carnet de lecture que je tiens pas de façon ultra régulière ni exhaustive, mais que j'essaye d'alimenter assez régulièrement et surtout avec les lectures qui me paraissent être les plus importantes. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire que 2021 ça a été une année correcte de lecture. J'ai fait quelques très bonnes lectures, mais globalement c'est vrai que comme certaines autres personnes que j'ai pu voir, dont j'ai pu voir les bilans sur YouTube, nous sommes un petit peu dans le deuil de 2020 qui a été pour moi en tout cas une année incroyable de lecture avec le premier confinement, et 2021 n'a pas été aussi incroyable que 2020, mais ça a quand même été une très bonne année. Alors je vais commencer tout de suite en fait par deux relectures qui ont été lors de mes premières fois des livres magnifiques et qui étaient déjà parmi mes lectures préférées. Et en fait, c'est même au-delà de mes lectures préférées de telle année, ce sont deux de mes livres préférés de tous les temps. Et j'ai été très contente de les relire cette année, notamment parce que, au-delà de les relire, je vous ai proposé de les lire avec moi lors d'une lecture commune. Il s'agit, sans surprise, de Madame Bovary de Gustave Flaubert, Flaubert mon grand amour, et du Jardin des supplices de Mirbeau, mon deuxième grand amour. Donc ce sont deux auteurs que j'adore. Je les aime vraiment énormément, et ce sont deux romans que j'aime énormément aussi, donc je vais pas m'étendre parce que très honnêtement je me suis déjà beaucoup étendue sur ces livres dans les lives des lectures communes qui sont toujours disponibles si jamais vous voulez les voir, et si vous avez envie voilà, de nous écouter, parce que l'idée c'est surtout qu'on parle lors des lives des lectures communes, on est plusieurs à donner notre avis, etc. Sur ces livres pendant plusieurs heures, et bien les lives sont disponibles. Je sais même pas trop quoi vous dire, hein, à part que pour moi Mirbeau c'est un auteur incroyable, extrêmement talentueux, extrêmement intéressant, avec une plume magnifique, avec des thèmes qui sont tous plus pertinents les uns que les autres et tous plus courageux que les uns que les autres, avec une originalité que moi je n'ai pas retrouvée chez beaucoup d'autres auteurs, qu'il y a une intensité dans ce qu'il nous écrit, que tout ce que j'ai lu de lui était absolument génial, que sa vie est aussi la preuve de son engagement, de son intégrité et du fait que sa personne pour moi était une très belle personne. Je suis un petit peu... non, je suis pas un peu... Je suis absolument déçue qu'il n'ait pas, à mon sens, toute la critique universitaire, tout l'engouement populaire qu'il mérite, et qu'il a eu d'ailleurs lors de son vivant. J'espère que ça va changer, mais si je ne devais choisir qu'un seul message là dans toute cette vidéo, c'est lisez Octave Mirbeau. Commencez par le Journal d'une femme de chambre si vous n'avez jamais lu Mirbeau, et puis enchaînez avec le Jardin des supplices, et puis après tournez-vous vers ses autres écrits. C'est un grand auteur. Quant à Flaubert, je n'ai franchement pas les mots pour dire à quel point je l'aime. Madame Bovary, c'est un roman magnifique, c'est un roman parfait je trouve, honnêtement. Et j'ai hâte de le relire cette année, de relire L'éducation sentimentale qui est sans doute mon livre préféré de tous les temps, et de continuer à lire Flaubert. J'ai envie de relire Salammbô, j'ai envie de lire l'intégralité de sa correspondance, bref. J'ai aussi envie de lire la première Éducation sentimentale, parce que celle qui est publiée c'est la deuxième version, bref, beaucoup de choses. Ensuite,
grand livre que j'ai lu cette année et que, encore une fois, nous avons lu ensemble dans le cadre d'une lecture commune. Il s'agit du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Pareil, si vous allez sur mon Instagram, tous les lives sont encore disponibles. On revient sur les différentes parties de ce grand essai, de ce grand livre de philo, de ce grand livre aussi extrêmement personnel, de ce grand livre de sociaux, d'anthropologie, de littérature. Bref, c'est un livre absolument époustouflant par son érudition, par sa richesse, par sa structure, par ce qu'il a produit. C'est un livre qui a quand même révolutionné, moi je pense qu'on peut le dire quand même, le monde. Je vous enjoins fortement à le lire, je vous enjoins fortement à le lire pour aussi vous réapproprier Simone de Beauvoir, qui est malheureusement instrumentalisée par pas mal de personnes, notamment par toute l'idéologie du genre et l'idéologie queer. Simone de Beauvoir n'est pas un être parfait, comme beaucoup de gens. Mais en lisant le Deuxième sexe, on est absolument balayé par son intelligence, par sa grande compassion, malgré un côté assez austère et froid. Et je pense que dans ma vie, il y a vraiment eu un avant et un après la lecture du Deuxième sexe. Et j'aimerais déjà le relire, par ailleurs. Alors, ensuite, on va rester sur de la littérature. J'ai fait un choix un petit peu restreint, en fait, parce que j'ai eu d'autres très bonnes lectures, mais qui m'ont pas pour autant... Vous savez, ce petit déclic. Donc j'ai quand même essayé de rester concise dans cette vidéo. Un petit peu dans la même veine, même si très différent que Madame Bovary, j'ai adoré découvrir Arthur Schnitzler avec Thérèse. Je l'ai découvert grâce à Nabolita, j'ai absolument adoré. J'ai ensuite lu Madame Elze que j'ai moins aimé mais qui était tout aussi par contre intéressant en termes d'objets littéraires. Arthur Schnitzler, c'est vraiment un auteur que j'ai envie de continuer à lire et de continuer à découvrir. Plume merveilleuse. Alors bien évidemment, je l'ai lu en traduction, mais alors traduction et plume absolument belle et d'une fluidité géniale. Grande psychologie pour les personnages qui sont extrêmement bien construits. Intrigue qui avance de façon tellement à la fois crédible et à la fois... tellement loin de ce qui peut être le quotidien. Enfin, c'est à la fois tellement quotidien et à la fois tellement plus que le quotidien parce qu'il y a cette psychologie des personnages qui est mise en avant, parce qu'il y a ce style très fluide et parce qu'il y a, on le sent, ce grand investissement, je pense, de l'auteur dans ses personnages. Attendez 30 secondes. Donc vraiment une lecture absolument géniale, livre assez court, roman assez court. C'est le dernier roman de Schnitzler, je pense que c'est peut-être le plus abouti et c'est un roman qui est par contre extrêmement, alors extrêmement je ne sais pas, mais qui est très sombre. Donc voilà, à lire si vous êtes déjà plutôt... en tout cas, à ne pas lire si vous avez envie d'un roman un peu léger ou qui se finit sur une note positive. Mais pour moi, ça a vraiment été une énorme révélation. C'est absolument génial de... dans ces années de 25, 26, 27, 28, 29, 30 et ça continuera de découvrir d'aussi bons livres et d'aussi bons auteurs et d'aussi bonnes autrices. C'est pour moi un grand plaisir, une grande joie, donc voilà. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ce pavé qui est très peu connu en France, qui s'intitule Oh le cœur de Takami Jun. Alors, c'est un roman à la fois historique, à la fois philosophique, un roman fleuve. C'est un roman qui va parler du Japon et du Japon dans la guerre, notamment contre la Chine, mais aussi avec les questions russes entre 1922 et 1937, en se concentrant sur des figures anarchistes et communistes, fortement inspirées de la vie de l'auteur, absolument brillant. Pour moi, ça c'est vraiment un chef-d'œuvre qui devrait être beaucoup plus connu. Je sais pas comment vous en parler, si ce n'est que j'ai envie de le comparer en fait à des grands livres de la Seconde Guerre mondiale ou de la Première Guerre mondiale, mais surtout de la Seconde Guerre mondiale qu'on peut avoir en Europe et qui sont un petit peu fondateurs, vous savez, qui ont cette profondeur, cette densité que d'autres livres n'ont pas quand même, je trouve.
là pour moi on est vraiment sur un chef-d'œuvre. Voilà, je le dis très clairement, c'est un roman qui est exigeant, c'est un roman qui est dur, il y a beaucoup de violence bien évidemment, il y a beaucoup de désillusions comme tous les romans qui parlent, en tout cas il me semble, qui ont le sujet de la guerre ou des guerres et de l'engagement politique. Je ne sais pas quoi vous dire, hein, à part que Mishima et Kawabata ont également dit que c'était un chef-d'œuvre, donc ça devrait peut-être aussi vous motiver à le lire. On nous parle d'un poème épique sur une des plus sombres heures de l'histoire japonaise. Je trouve que c'est assez juste. Et même au niveau du style, même si encore une fois, bien évidemment, je l'ai lu en traduction, le style est très impressionnant. C'est extrêmement innovant par moments. Et il n'y a aucune dichotomie sur les personnages. Enfin, c'est juste hyper intelligent, hyper bien écrit. Voilà, lisez-le. Ensuite, je peux pas m'empêcher de sourire parce que c'est quand même un livre un peu particulier. Je vais vous parler de Vigdis Lafarouche, qui est ici en anglais parce que je l'ai lu en anglais, qui s'appelle Gunna's Daughter, de Sigrid Undset. Sigrid Undset, c'est la première fois que je la lisais. C'est une autrice qui est peu connue en France, qui est très peu éditée, qui n'est plus beaucoup publiée en tout cas. Elle vient d'être publiée récemment et j'en suis ravie. C'est un livre qui a paru en 1909 et oh là là, j'en ai parlé beaucoup plus en détail dans ma vidéo sur les classiques amoureux du monde, donc je vous laisse regarder cette vidéo, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est absolument génial. C'est l'un des meilleurs textes écrits à mon sens sur le viol, même si ce n'est pas en soi le sujet principal, mais c'est tellement un moment pivot et un élément clé de l'intrigue qui la structure que je ne peux pas m'empêcher de le mentionner. Oh pardon. Et que en plus c'est vraiment extrêmement bien traité. C'est aussi pour moi en tout cas au niveau du style et de l'objectif littéraire absolument génialissime, parce que ça s'inscrit dans les textes épiques médiévaux de la Norvège, et Sigrid Undset essaye de retranscrire fidèlement, c'est-à-dire dans la langue et dans le style, ce genre de texte, tout en étant bien évidemment bien plus postérieur, et elle le fait éminemment bien. Donc un sans faute, une énorme surprise, incroyable découverte, lisez-la. Et on va finir avec deux livres. Un livre coréen, La Place de Chae In-eun. Alors j'ai lu beaucoup sur la guerre je crois, mais en fait non. C'est pas du tout un choix, c'est juste que les livres en fait finalement parlent de conflits, ou en tout cas de désillusion d'engagement politique et de conflits, du coup je l'ai déjà dit je crois. Donc Chae In-eun, c'est un auteur nord-coréen, en tout cas il est né en 1936 dans ce qui est désormais la Corée du Nord. Et c'est l'un des éléments, enfin c'est peut-être en tout cas la trame qui justifie tout le reste de l'intrigue, c'est cet aller-retour entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ce qui motive cet aller-retour, c'est va-et-vient du personnage, et le fait que malheureusement aucune de ces options n'est réellement satisfaisante et ne semble faire sens à cet homme qui peine à comprendre et ce qui l'entoure, et à se réconcilier avec ce qu'il a vécu et ce qu'il voit autour de lui. Absolument lumineux et sombre à la fois, très très lyrique, écriture extrêmement poétique, même si encore une fois en traduction, court mais alors percutant et vraiment intense. Superbe révélation pour moi, livre qui n'est plus publié non plus malheureusement, donc vraiment je lance des appels. Actes Sud si vous voulez le republier. Et le dernier, mais pas des moindres, je voulais pas vous en parler parce que en fait je voulais garder un petit peu ça secret, étant donné que c'est un livre dont je parlerai beaucoup dans ma vidéo, mon prochain voyage littéraire, qui se déroulera du coup en Croatie. Bon vous l'aurez compris vu que je vais vous parler de ce livre. Donc je vais pas en parler énormément parce que je veux réserver quand même quelques petites choses pour cette vidéo de voyage littéraire. Je veux vous parler d'un autre pavé. Il s'agit de Banquet en Lituanie de Miroslav Kresla, qui est un auteur qui est né à l'époque en Yougoslavie et qui en fait ensuite est en tout cas est né dans ce qui est et a évolué dans ce qui est la Croatie maintenant, mais c'était un auteur mais lui se considère comme un auteur yougoslave et est né à l'époque de la Yougoslavie. Bon, c'est un gros livre, hein, comme vous pouvez le voir. Alors, attention par contre, je précise, c'est un livre difficile. La narration est très complexe, le style est ardu, beaucoup de références, beaucoup d'intertextualité.
C'est une dystopie mais extrêmement qui n'emprunte pas du tout ni à la SF, ni à la fantasy, ni à quoi que ce soit. On est plongé dans un régime totalitaire suite à un coup d'état, donc bien évidemment vous voyez les liens qui peuvent être faits avec la Yougoslavie, l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. Et on va avoir un face-à-face entre le dictateur qui est celui qui a récupéré le pouvoir suite au coup d'état et un ami d'enfance qui s'oppose à ce pouvoir totalitaire, et on va voir à quel point se frotter au pouvoir de quelque côté que ce soit bouleverse l'existence et la pervertit dans un sens. C'est extrêmement intelligent, c'est loin de toute binarité et encore une fois de tout manichéisme. Par contre vraiment je précise, parce que je voudrais pas que des personnes l'achètent et soient déçues, c'est un livre très exigeant. Moi j'ai trouvé qu'il était vraiment très exigeant. Il est parfois difficile de savoir par exemple qui s'exprime. Il y a des changements au niveau de par exemple des pronoms qui vont être parfois déstabilisants. Il y a des allers-retours au niveau de la chronologie et de la temporalité. Voilà, si vous n'êtes pas non plus ultra à l'aise avec les gros romans, avec les romans à thèse, avec les romans avec de longs monologues, avec les romans qui bouleversent quand même les règles établies pour par exemple qui parle, de quoi, à qui, quand, etc. Bon, peut-être que c'est pas pour vous. Si vous vous sentez, allez-y, moi j'ai été absolument bluffée. Je trouve que c'est un livre absolument génial, encore une fois, pour moi c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est l'un des plus grands livres en Croatie ou pour la Yougoslavie et je comprends tout à fait pourquoi. Et j'ai adoré le lire, voilà. J'aurais pu vous parler de quelques autres livres, j'aurais pu vous parler de ma découverte de Louise de Vilmorin qui a été vraiment absolument géniale, mais qui n'a pas eu cette intensité qu'ont eu ces romans-là, donc voilà. Mais je tiens quand même à la nommer parce que j'ai absolument adoré découvrir sa poésie, mais aussi sa prose. J'ai aussi beaucoup apprécié ma lecture de Dazai, Osamu Dazai avec Soleil couchant, et j'ai aussi adoré lire Bulgakov pendant un mois avec ses écrits sur les manchettes, Lettres à Staline, J'ai tué, Cœur de chien et des textes autobiographiques. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère que ça vous aura donné envie de lire, et puis n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres et si oui, ce que vous en avez pensé, parce que c'est des livres j'ai l'impression qu'on voit peu, à part pour mes premières mes relectures du coup, et je serais très curieuse de voir si d'autres personnes les ont lus et ce qu'elles en ont pensé. Et puis, ben voilà, c'est tout. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur mes pires lectures, ça pourrait se faire, on verra. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.